Moi je m'appelle Raphaël Walter, je suis architecte et cofondateur de la coopérative Anatomie d'Architecture que j'ai fondée avec Mathis Raget, ici présent, et Emmanuel Stern, qui n'est pas ici présent, qui est à Marseille. Et moi, c'est Mathis Raget, donc aussi cofondateur de l'Anatomie d'Architecture. C'est une coopérative, mais ça fait aussi depuis 3 ans qu'on travaille cette initiative de nouvelles façons de faire de l'architecture. Souvent de la raconter, c'était un peu ce qui nous a donné envie tous les trois de se réunir. Depuis 5 ans qu'on est diplômés tous les deux. On est passé par des grosses agences d'architecture à Paris ou à l'étranger. Et on s'est rendu compte que c'était complètement en décalage avec nos convictions personnelles et que c'était intéressant de se lancer un peu nous-mêmes dans le bain. Et ben moi, directement après mon diplôme, j'ai fait ma HMO, sans trop savoir pourquoi ni vers où aller, mais je sortais de mon diplôme et je me suis dit que c'était intéressant de continuer les études quand on avait encore un peu de courage. Et en fait, je me suis rendu compte que cette année était un vrai bascule parce que de pouvoir raconter à travers un mémoire cette première année d'expérience dans une agence d'architecture permet d'avoir un peu un recul par rapport à sa pratique d'architecte et de mettre un peu le doigt sur tous les blocages et tous les freins qu'on pouvait exprimer en tant que jeune architecte sur le monde du travail. Surtout que les études sont quand même assez passionnantes et très larges et très prospectives. Et la réalité du métier était quand même beaucoup plus décevante. J'ai eu un parcours un peu différent de celui de Mathis. Après le diplôme, je suis parti travailler aux États-Unis pendant 1 an, dans une petite agence d'archi qui faisait des projets qui avait des ambitions écologiques assez fortes. Et après, je suis rentré en France et je suis passé par la case des grosses agences d'archi, tout ce qui est plus classique, où j'ai pu travailler sur des projets de grosse taille, pu travailler sur des usines, des usines en Inde, sur des fabriques de sous-marins nucléaires, des choses comme ça qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ceci dit, ça a été 2-3 années qui ont été la raison pour laquelle on est aujourd'hui et qu'on bosse ensemble, parce qu'on s'est pas mal construit contre cette pratique de l'architecture avec Mathis. Emmanuel, le troisième qui n'est pas là aujourd'hui, qui lui n'est pas architecte et qui est anthropologue, et qui est notamment anthropologue spécialisé dans les habitats vernaculaires, etc. Et il s'est notamment spécialisé dans la construction en terre crue. Manu, il est certes anthropologue, et il s'est intéressé à l'habitat beaucoup en terre crue. Et surtout, il a été formé à la construction en terre crue. Il a une double casquette, anthropologue-chercheur, mais aussi de chercheur autour de la terre crue, et aussi en fait de constructeur, de maçon. Il est formé à la construction en terre crue. Question que Emmanuel a soulevée entre nous trois, et je me rappelle nos premières discussions quand on s'est tous retrouvés. C'était vraiment sur la question du sens de l'architecture, de la signification de ces constructions qu'on pouvait aujourd'hui dessiner de façon très lointaine depuis des plans AutoCAD. Avec Emmanuel, justement, c'était l'occasion de parler de ce sens et de l'acte de construire qu'on ne s'était pas du tout posé au préalable et qui nous a en fait un peu ouvert les chakras sur notre vie d'architecte futur, quoi. En fait, on s'est beaucoup posé la question de ce que c'était qu'Anatomie d'Architecture. À la base, c'est une initiative qu'on partage tous les trois pour communiquer sur la nécessité absolue de réfléchir différemment à l'architecture. Mais cette initiative, en fait, au fur et à mesure des temps qui ont passé, elle s'est concrétisée dans la réalisation d'un projet commun qui est le Tour de France des monuments écologiques, avec un projet d'exposition, avec des conférences, avec un ouvrage édité par Alternative. Et à la suite de ça, évidemment, on était appelé par des porteurs de projets pour contribuer à l'élaboration de leur projet. Et là, on a créé une SCOP, donc une coopérative, et depuis 6 mois, on fonctionne tous les 4 maintenant, sous forme de coopérative d'architecture. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'intention et l'envie de se développer comme une agence d'architecture classique qui consiste à être 2, 3, 4, puis avoir de plus en plus de commandes, puis prendre des stagiaires, puis salarier quelques personnes, etc., dans une logique vraiment de croissance comme ça. Notre idéal à nous, c'est, par exemple, nous, on a commencé en étant 2 architectes et un anthropologue, et la façon dont on voit la coopérative, c'est un modèle qui est plutôt propice, non pas à salarier les gens, mais plutôt à associer de plus en plus facilement des personnes à une structure. Par exemple, on travaille aujourd'hui pour un nouveau projet de recherche quotidiennement avec un réalisateur, avec une monteuse, avec peut-être bientôt un illustrateur. L'idée, c'est que ce soit un peu une sorte de socle administratif, entre guillemets, juridique, sur lesquels peuvent se greffer en fait, des personnes avec qui on a des projets d'intérêt commun, en fait. Il y a 3 axes qu'on défend tous les jours pour développer et que ça reste un peu équilibré. Le premier, c'est ceux pour lesquels la plupart de nos clients nous appellent aujourd'hui, c'est vraiment l'axe construction. Donc on répond en tant qu'architecte, en tant qu'assistant maîtrise d'œuvre ou plein d'étiquettes différentes sur vraiment des systèmes constructifs avec des matériaux et des techniques. Donc ça, c'est vraiment le prisme sur le bâtiment. Il y a un deuxième prisme qu'on développe en parallèle qui est plutôt celui de la transmission, de la pédagogie. Et le troisième qu'on développe au long cours, et c'est ce qui nous anime tous les jours et c'est ce qui nous permet de donner de la matière à notre coopérative, c'est vraiment la recherche, où on a toujours un projet au long cours de recherche, action, sur du territoire, et là notamment en Normandie, mais en fait c'était la même recherche qu'on entreprenait
avec le Tour de France des maisons écologiques, où on avait pour vocation de documenter et d'étudier des projets de maisons écologiques. Et il y a quelque chose aussi de très fort, c'est la pratique du chantier, où on s'est rendu compte que pour être architecte et pour pouvoir parler de ce qu'on fait, de ce qu'on aime faire, il fallait être les mains dans le cambouis sur le chantier, et que c'était important pour nous, même si c'est souvent assez compliqué et assez lourd à porter. La maîtrise d'œuvre, c'était quand même un fil conducteur à notre pratique pour monter en compétence en fait sur les sujets techniques et sur les sujets du chantier, de la réalité en fait du terrain. Et je pense que sur notre activité sur les 10 prochaines années, il faut absolument qu'on garde ce lien vis-à-vis des chantiers, même si on n'a pas du tout envie de s'éparpiller dans plein de chantiers différents, parce que c'est souvent la meilleure façon de mal faire les chantiers. Avoir un chantier comme ça au long cours, au quotidien, je pense que c'est aussi une nécessité pour nous, pour garder en fait les pieds dans le réel, quoi. Et notamment sur la pénurie des matériaux, sur la pénurie de main-d'œuvre, sur des problématiques en fait du monde dans lequel on vit, quoi. L'origine du Tour de France des maisons écologiques, l'idée nous est venue à un moment donné où moi je terminais une année de travail aux États-Unis où Mathis ainsi qu'Emmanuel sortaient d'un chantier en Pisé, en Corse, de 2 mois, sur lequel ils ont travaillé, mis les mains dans le cambouis, etc. Et quand je suis rentré, ils m'ont raconté ce qu'ils avaient fait là-bas, et je trouvais ça absolument passionnant, et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on en fasse d'autres et tout ça. Et je trouve que par ailleurs, pendant ce chantier, il y a eu énormément de documentation de la part d'archi bénévoles qui bossaient un peu chaque jour, mais qui prenaient toujours un petit moment pour griffonner des trucs dans des carnets, faire des dessins, noter prendre des petites notes, etc. On a regardé ça, mouliné pendant 6 mois, 1 an, et on a commencé à réfléchir au fait que ce serait génial en fait de pousser un peu plus cette documentation, ces techniques que les gens en règle générale ne connaissent pas très bien, et en particulier et par ailleurs les architectes. Donc une chose en amenant une autre, on a commencé à recenser des projets qu'on avait envie de visiter, de voir en techniques alternatives quelque coin de la France, donc en terre crue, comme par exemple le Pisé, mais en paille aussi, en chanvre, plein de techniques différentes. Et on a mis au point une méthodologie assez systématique sur comment on pouvait documenter de façon transversale toutes ces techniques différentes. On a fait un modèle de dessin, un modèle d'entretien, de questionnaire avec tous les protagonistes des projets qu'on a rencontrés. On a récolté des chiffres, des infos sur les temps de chantier, sur comment se fait la mise en œuvre, plein de choses. Emmanuel a injecté dans le projet le facteur pas mal humain, où en fait on a fait des interviews dites qualitatives avec chacun des porteurs de projet, qui nous ont permis en fait de aussi aller chercher des informations qui rentrent pas forcément dans des tableaux Excel et des choses comme ça, pour lesquels lui a un certain talent à aller récupérer, pour comprendre le contexte dans lequel ces personnes évoluent, qui était très différent au quatre coins de la France. Oui, c'est vrai que c'était une composante de départ sur lequel on n'avait pas vraiment insisté au préalable quand on a construit le Tour de France des maisons écologiques. On avait été vraiment parti avec un protocole de recherche qui était très focalisé sur les matériaux, la maison, le chantier et les coûts. Et au fur et à mesure du Tour de France, on s'est rendu compte qu'il y avait des entretiens qui duraient 6, 7, 8 heures, parfois 2 jours d'entretien avec des habitants, et qu'en fait c'était extrêmement riche et précieux pour raconter les projets. Il fallait absolument raconter aussi la vie des gens qui vivent dans ces projets, quoi. Dans l'idée de compiler et de raconter dans une exposition qu'on a faite, et l'expo a assez bien marché, donc on a fini par avoir une proposition pour faire un bouquin dans lequel on a pu mettre beaucoup plus que dans l'expo l'ensemble des données qu'on a récoltées au moment du Tour de France. Nous, on a fait un crowdfunding, on a levé un peu d'argent qui nous a permis d'aménager un van, qui nous a permis de financer la fabrication de l'expo, qui nous a permis de manger. Et il se trouve qu'à la fin du Tour de France, on a été invité à Paris par un espace qui s'appelle l'Espace Volume, à faire une résidence. On a été accueillis pendant 4 mois, 5 mois, 4 mois, pour produire cette expo. Voilà. Donc ça a vraiment été d'une initiative personnelle, et après les choses se sont enchaînées, on a eu des propositions, et ça aboutit sur un bouquin, et aujourd'hui la création d'une structure. Concernant l'accès à la commande, pour le coup, il a été assez simplifié, car on a fait un peu le choix inverse d'autres collègues et amis architectes, c'est de plutôt favoriser un projet documentaire qui a mené à la publication d'un livre, qui nous a donné un peu de visibilité et qui fait qu'aujourd'hui on est appelé pour répondre à des projets à haute valeur écologique, parce que c'est quand même pour ça essentiellement que les gens nous appellent. Il nous permet à nous 3 et à nous 4 aujourd'hui de pas du tout faire des appels d'offres, de faire des candidatures ou de pas du tout faire de la prospection. On a refusé beaucoup de projets, parce que finalement c'est vrai que ce qui nous intéresse dans les prochaines années, c'est pas de répondre qu'à des clients pour des maisons écologiques, mais c'est d'avoir un spectre beaucoup plus large
de compétences. Au début, on n'était pas du tout à même tous les trois de vouloir construire et de vouloir répondre à des commandes pour des particuliers. Et c'est le genre de commande qu'on n'a pas pu refuser. Quelqu'un nous a appelé parce qu'il avait eu connaissance de livres qu'on avait réalisés. C'est une personne qui travaille avec beaucoup d'architectes dans sa vie professionnelle à Paris et qui voulait justement sortir un peu des sentiers battus de l'architecture telle qu'il a pratiqué avec ses interlocuteurs et qui nous a appelés tous les trois, notamment parce qu'on avait une compétence aussi d'anthropologue au sein de notre trio, pour réfléchir au devenir de son site en Normandie, dans le Pays d'Auge, qui est un manoir plusieurs époques différentes, mais surtout du XVIIe. Fort de cette relation avec ce commanditaire, on s'est rendu compte que c'était certainement un terrain de fermentation pour nous trois, qui était beaucoup plus large que juste celui de la construction, où on a pu faire beaucoup de recherches. Pour dire, on s'est installé là-bas pendant quelques semaines pour pouvoir justement avoir une approche très territorialisée, de créer du lien avec les habitants, avec les riverains, avec les associations. Et le point un peu où le projet s'est construit, le projet s'est réalisé, c'est quand il est venu nous voir avec ses volontés de vivre dans un château de 500 mètres carrés pour nous demander d'être ses architectes pour qu'il puisse s'installer et qu'il avait cette vocation d'être très écolo. Nous, on s'est posé la question d'un point de vue fondamental de est-ce que c'est écolo de vivre dans un 500 mètres carrés d'un château à rénover. Et en fait, pour le titiller un peu, on lui a demandé si c'était pas plus intéressant de rénover une petite dépendance de 90 mètres carrés pour accueillir sa vie, à savoir sa femme, lui et sa petite fille. Et en fait, il a fait le pari que c'était plus malin et que c'est là qu'on s'est rendu compte que le mec était assez fêlé pour nous faire confiance sur la rénovation de sa petite maison alors qu'il avait en sa possession 600 mètres carrés d'un château magnifique. Et c'est là où on s'est rendu compte que du bien fondé de cette proposition, de cette commande, et qu'on s'est dit qu'on allait travailler avec lui et qu'on y allait investir énormément de temps. On parle de 500 mètres carrés d'un bâtiment de plusieurs époques qui est assez remarquable, mais on parle aussi de 8 dépendances sur le site, et un site qui fait 160 hectares et qui est magnifique. Donc il y a vraiment une logique sur le domaine, sur la chasse, sur la faune et la flore, sur plein de choses en fait qui sont très riches pour le projet. Commanditaire, quand ils nous ont proposé d'être leurs architectes pour le costume, ils nous ont vraiment explicitement dit qu'ils faisaient appel à nous, des jeunes architectes relativement inexpérimentés, c'était pour essayer vraiment des nouvelles choses. Ils nous ont un peu donné carte blanche. Nous, vraiment dans la continuité de ce qu'on a pu faire par le passé, ce qui nous intéressait, c'était de vraiment s'intéresser au territoire dans lequel on s'implantait. Donc la première chose, ça a été de vraiment travailler avec le bâti ancien. Donc le projet qu'on développe, il conserve au maximum le bâti ancien. C'est de la brique de terre cuite ornaise, de l'ardoise, des vieilles charpentes en chêne, etc. qu'on a tenté de conserver au maximum, avec un ajout d'extension un peu plus contemporain. On voulait, sur un accord en fait avec la façon dont on construit, c'est fixer après mûre réflexion un cahier des charges qui consistait à tenter d'utiliser 0 g de béton dans le projet, le moins possible de plastique, et d'utiliser des matériaux qui viennent que d'un rayon de moins de 100 km. Et une fois qu'on a fait ce choix-là, en fait, ça engendre toute une série de travaux de recherche, d'abord sur le choix des matériaux. Donc il a fallu s'intéresser à ce qui se fait dans l'Orne et dans ce coin de la Normandie. Donc c'est du pan de bois, c'est du torchis, c'est de la brique de terre cuite, c'est de l'ardoise, c'est des fondations en silex. On a vraiment dû en fait se renseigner et faire nos devoirs en fait sur comment on construit traditionnellement en Normandie. Il faut trouver des personnes qui travaillent encore ce genre de matériaux. On a sollicité des scieurs, des bûcherons à une vingtaine de kilomètres ou à peu de choses près, qui travaillent que avec des forêts, des gisements et des forêts locales. On travaille avec une chanvrière et une organisation qui s'appelle Copertica qui nous a fourni du chanvre qui vient de moins de 50 km. On a travaillé avec de la terre crue. On est en contact avec une briqueterie traditionnelle. Enfin, il y a tout un réseau à devoir constituer pour pouvoir accéder à ce type de matériaux. Et une fois qu'on a trouvé ça, il faut trouver des artisans. On a rencontré beaucoup d'artisans qui sont familiers des techniques traditionnelles normandes. Hein. Les Normands savent ce que c'est de la brique, savent ce que c'est du colombage, c'est juste que les artisans qui le font encore, peu parce qu'ils savent le temps que ça prend, ils savent la main-d'œuvre que ça représente, et c'est pas forcément ce qui est le plus rentable pour un artisan. Donc on a dû pas mal batailler et pas mal faire de recherches, trouver des maçons qui veulent travailler avec de la brique, qui veulent travailler avec de la terre, des charpentiers qui veulent travailler avec de la grosse section, avec du pan de bois, des choses comme ça. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ça a été prétexte à un enrichissement personnel dans notre pratique d'archi qui est énorme en fait, parce qu'on a rencontré des personnages qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien les matériaux, qui connaissent très bien le patrimoine architectural local. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, c'est devenu un prétexte à un projet de recherche en fait, pour nous aujourd'hui, où on veut raconter au grand public, on veut raconter aux archis, aux professionnels de la construction, ce qu'on a fait depuis 1 an et demi autour de ce projet, et représenter par plein de médiums ce qui s'est passé et tout notre travail de recherche, parce qu'il est absolument passionnant. Avant, on faisait des anatomies entre guillemets de maisons écologiques, et là, on a vraiment fait l'anatomie d'un territoire autour d'un projet, autour d'une maison. Une semaine de chantier participatif sur l'ensemble du chantier.
parce qu'on avait des impératifs de la part du client d'avancer le chantier et de répondre à sa commande. Mais ce chantier participatif a été vraiment pour nous trois une occasion assez inespérée de pratiquer le chantier de façon complètement différente. Ça a été très enrichissant et aujourd'hui on est amené sur les autres parties du château qu'on va rénover à réfléchir à inverser complètement la vapeur et pourquoi pas de le faire majoritairement avec des chantiers écoles, avec des encadrants qui forment des stagiaires et de pouvoir imaginer le chantier sous d'autres temporalités qui sont peut-être un peu plus longues, qui sont peut-être un peu plus dans l'apprentissage, mais qui nous intéressent beaucoup. Le chantier qu'on a organisé, on l'a organisé encadré par un maçon extrêmement expérimenté qui s'appelle Luc, qui est le président de Terre et qui a livré ses connaissances de la terre crue, des quenouilles, du terre-chambre, etc. à 15 jeunes bénévoles qui ne connaissaient rien. Et nous, on mise vraiment d'être justement dans une transmission. Et donc c'est pas un chantier participatif, c'est vraiment un chantier école où il y a un formateur qui vient et qui donne ces techniques, qui encadre en fait la construction. Et pour nous, ça c'est en fait une priorité absolue quand on organise ce genre de semaine. Et finalement, à travers les premiers chantiers qu'on a initiés ces quelques derniers mois, on s'est rendu compte de l'importance de travailler de la matière brute issue du territoire et que la main-d'œuvre, en fait, la valeur ajoutée était dans la main-d'œuvre qui venait transformer cette matière brute. Et finalement, ce qui supposait que construire une maison pour 200 000 euros, c'était construire une maison souvent avec des matériaux qui viennent de très très loin, qui ne sont pas des bons matériaux propres à la construction, et donc que ça coûtait peut-être plus cher de construire avec des matériaux locaux parce que ça a décidé d'avoir plus de main d'œuvre. Et c'est là où on peut trouver des leviers qui sont très intéressants, c'est que finalement ces matières brutes sur le territoire, elles peuvent être transformées dans des cadres de chantier participatif, elles peuvent être mises en œuvre dans des cadres de chantier participatif aussi, et ce qui génère une autre façon d'imaginer l'acte de construire qui n'est pas forcément de la prestation de service avec les entreprises, mais qui est plutôt des moments de transmission de savoir. On s'est rendu compte assez rapidement sur le chantier en Normandie qu'on pouvait solliciter une vingtaine d'architectes pour venir se former en fait à ces techniques-là. Tout ça dans un esprit de semaine de partage et de bienveillance collective qui était très chouette. Et en fait, ça ouvre plein de pistes sur notre façon de construire où c'est pas forcément plus cher de construire avec des matériaux locaux, mais ça nécessite d'autres facteurs. Et le facteur, c'est peut-être de construire à plusieurs, de construire différemment. Et le cadre légal de construction qu'on propose à des clients. Et aujourd'hui, on a pris parti, nous, avec les commanditaires, de sortir aussi de ce sentier battu, de proposer des projets qui sont hors du cadre légal de la construction et de faire des projets un peu pirates, mais qui sont aussi un peu démonstrateurs pour donner envie à d'autres personnes de se saisir des techniques de construction, qui sont finalement pas si pirates que ça, parce qu'on s'est rendu compte dans le bon sens de la construction vernaculaire que ça existait depuis déjà des centaines d'années, et de le remettre au goût du jour et de pouvoir le communiquer, le diffuser et donner envie à d'autres personnes de pratiquer une façon pour nous d'affirmer notre métier d'architecte. Et aussi peut-être de nous mettre au centre de la boucle dans l'acte de construire. Quand on travaille avec des entreprises, avec des clients, c'est une façon pour nous en tant qu'architectes d'exister entre guillemets dans cet écosystème que de porter des choix un peu convaincus et convaincants de systèmes constructifs pour affirmer avec des documentations, avec des références historiques, le fait qu'on peut construire sous cette forme. Et ça c'est important parce que finalement là, en France, dans nos activités d'architecte ces dernières années dans des grosses agences, on a plutôt des choix sur des bilans d'espace pour des promoteurs immobiliers ou des façons de faire des façades, mais en termes de techniciens pur et dur du bâtiment, on est très très loin de la réalité matérielle du chantier. Et en fait, de reprendre cette réalité matérielle de comment les matériaux existent et comment on les met ensemble et comment on fait travailler un charpentier avec un maçon pour qu'il fasse un projet, ça remet l'architecte au centre du chantier, là où jusqu'à maintenant on était plutôt sur le côté à essayer de compter des mètres carrés pour essayer de faire entrer un business plan dedans. On a beaucoup d'allers-retours avec l'ordre des architectes et en fait on ressent de leur part une réelle volonté de faire un pas en avant vers des pratiques comme les nôtres qui sont un peu alternatives, qui sortent un peu des sentiers battus, mais qui sont des réalités en fait du métier et qui donnent à des jeunes architectes des envies un peu différentes et qui sont très prometteuses en fait. Et à l'inverse de ça, en fait, on s'est rendu compte que l'Ordre des architectes avait aussi des campagnes pour faire un peu un état de l'art de la profession des jeunes architectes aujourd'hui en France. Et en fait, on se rend compte que c'est déplorable, qu'il y a beaucoup de jeunes architectes diplômés qui se rendent dans des grandes agences, qui sont complètement déprimés. Sur le côté vraiment Ordre des architectes, eux, ils sont convaincus de cet aller-retour qu'on peut faire avec eux et d'avancer ensemble. C'est plutôt d'un point de vue de la MAF ou des assurances que là, il y a un travail un peu militant de fond pour les amener avec nous sur ce genre de projet et qu'on soit tous couverts s'il y a des problèmes sur le chantier, quoi. C'est vrai qu'il y a une espèce de dualité, un peu de schizophrénie dans le positionnement de l'Ordre des architectes sur ce point, quoi. Sur être très attentif à ce type de nouvelles pratiques. Par exemple, il y a pas longtemps, on a été quand même invité à être parrain de promotion pour de HMO pour l'école de Bordeaux. On était devant 350 jeunes archis qui venaient de passer leur HMO, avec la présidente nationale de l'Ordre des architectes, avec le président de la MAF, etc. Et on leur présente un projet comme celui qu'on fait en Normandie, dans lequel on dit qu'on est hors DTU et hors règles, enfin hors cadre juridique, beaucoup de points. Et en fait, ils sont très contents, ils trouvent ça super, et ils sont ravis de voir que les architectes tentent le coup. Donc il y a une espèce de truc un peu curieux
ne faites pas comme eux, mais allez-y, quoi. Et ce qu'on constate tout de même, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes archis qui, je pense, préfèrent faire le choix de ce risque que de risquer de passer à côté. Sur la question de est-ce que l'architecture écologique est possible en ville, en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est la ville. Parce que, ok, certes, on est tous au courant que c'est mieux d'habiter dans un immeuble, dans de l'habitat dense, etc., que d'habiter dans une maison individuelle au milieu d'un champ. Mais en même temps, la ville n'est pas faite que du centre, de l'hypercentre de Bordeaux, de Nantes, de Paris, etc. Le tissu pavillonnaire, le tissu de la maison individuelle, il fait partie de la ville, en fait, quoi. Donc, se poser la question de l'architecture écologique en ville, de la construction écologique en ville, c'est certes la réisolation du bâti ancien, l'habitat dense, etc., mais c'est aussi comment on gère toutes les périphéries et toutes les tissus qui sont faits dans très grande partie de maisons individuelles qui sont inévitables quand des villes dépassent une certaine taille. Si parler de compétitivité dans le monde de la construction entre des maisons individuelles standardisées et des maisons individuelles écologiques, c'est vraiment pertinent. C'est un peu comme si on comparait une pomme qu'on allait acheter chez le paysan avec ses pommiers qui plante depuis une centaine d'années et qui connaît parfaitement sa pomme et qui te la donne à la bonne saison, et que tu comparais avec la pomme que tu peux acheter 10 fois moins cher au supermarché en bas. Je sais pas si les deux sont comparables en fait. Le problème, c'est que ça dépend de quoi on parle comme compétitivité, mais sur le plan financier, aucune maison ne sera jamais aussi compétitive qu'une maison sur catalogue à 1400 balles du mètre carré qui est entièrement faite de parpaing ou de briques monomures et de polystyrène, etc. C'est impossible en fait. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est que c'est pas normal qu'une maison vale 1400 ou 1200 euros du mètre carré. Peut-être que la compétitivité dont on parle, elle n'est pas d'un point de vue coût, mais elle est plutôt vue d'un point de vue sanitaire pour les habitants, où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plein de cancers qui sont déclarés parce qu'on utilise des matériaux qui sont impropres en fait à l'hygiène de vie, et donc il y a eu plein de retours d'expérience de attention, cette peinture est très cancérigène, n'utilisez pas cette peinture ou la laine de verre ou la laine de roche ou autre, et surtout en fait sur aussi la durabilité des constructions, on se rend compte de plus en plus que ces maisons sur catalogue vieillissent très mal et que finalement c'est 1400 euros d'un mètre carré investi dans un temps donné, mais sur les 50 prochaines années c'est souvent de l'argent perdu, beaucoup plus que quand on a investi un peu plus au départ, qu'on réduit ses consommations, qu'on réduit ses risques d'avoir des maladies graves sanitaires, et qu'on aussi réduit les désordres potentiels, quoi. Et il y a la question du coût environnemental, évidemment, où aujourd'hui le coût et l'impact environnemental ne sont pas mesurés, ne sont pas pris en compte dans ce que c'est de faire un parpaing, de ce que c'est de faire un pare-pluie, de ce que c'est de faire un bac acier. Et quand on regarde, c'est dans le travail qu'on fait, nous aussi, c'est qu'on essaye de se rendre compte que l'impact d'une maison, il ne se limite pas juste au chantier et à la maison en tant que telle. En fait, c'est pour que les matériaux arrivent sur un chantier, il y a toute une série d'étapes de production, de fabrication, etc., d'acheminement, qui, dans nos projets, on espère, sont les plus courts et les plus faciles à discerner. Dans notre pratique, il y a une première chose, c'est qu'on tient vraiment pas à cantonner notre pratique exclusivement à l'architecture. En fait, c'est ce qu'on essaie de pas faire depuis plusieurs années, ça nous a infiniment nourri. Donc on aimerait, idéalement, si on devait décrire ce que ferait l'anatomie de l'architecture dans, je sais pas quoi, 10 ans, ce serait peut-être une structure dans laquelle il y a certes des architectes, mais il y a aussi des artisans, des réalisateurs, des artistes, plein de choses comme ça qui nourrissent ces architectes, les architectes les nourrissent en retour. Pour élargir la pratique, il y a aussi quelque chose qu'on développe de plus en plus, et en fait il se trouve que de par la nature de notre pratique, on est sollicité non pas dans une seule région donnée ou qu'à Paris par exemple, et on est vraiment amené à travailler aux quatre coins de la France. Et le travail qu'on fait actuellement en Normandie de découverte d'un territoire, de découverte des pratiques traditionnelles, locales, etc., c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui en Normandie. C'est vraiment un travail long et passionnant. Mais on aimerait reproduire cette même volonté, cette même méthodologie de projet, de s'intéresser à ce qui se passe dans un rayon assez restreint, dans d'autres régions de France, pour d'autres projets sur lesquels on va être amené à travailler. Par exemple, un projet en cours qui est dans le sud-est de la France, qui est la surélévation d'une petite bergerie en pierre sèche. Les matériaux qu'on va utiliser vont être complètement différents. On va devoir s'intéresser à ce qui se fait dans le patrimoine local, comment on peut isoler les maisons avec les matériaux qui sont à disposition.
On va devoir constituer un nouveau réseau d'artisans, on va être obligé d'apprendre plein de choses, d'enquêter sur plein de choses. Je crois qu'une des composantes, c'est vraiment parvenir à faire des projets dans des lieux différents, dans des régions différentes, mais en étant assez fidèle à une sorte de méthodologie et de démarche, à chaque fois un petit peu la même, pour avoir une pratique transversale à cette échelle de projet et à cette échelle de territoire. Et nous, comme on y prend un plaisir, beaucoup de plaisir, c'est encore mieux, quoi.